السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc, marhaba bikoum, mes chers étudiants et étudiantes de l'ISATSUS. Je vais essayer de vous présenter dans ce petit chapitre les fondements de OAuth 2.0. Pourquoi j'ai préparé donc un tel chapitre? Pour essayer donc d'apporter une réponse à des questions posées par pas mal d'étudiants et étudiantes parmi vous à propos des jetons, des tokens, de leur utilité et de l'exemple fameux du JWT. Hein. Donc là, j'ai une déclaration à faire. Alors là, je me suis basé sur ce bouquin-là, Advanced API Security. C'est un nouveau bouquin très concis, très précis, technique. Il est écrit d'une manière formidablement claire. Je vous le recommande. Et vous pouvez le télécharger à partir de ce site-là qui offre un grand nombre de bouquins pour free. Je vous le recommande. Ce n'est qu'un chapitre parmi une vingtaine. Ce bouquin-là, il a été édité cette année. C'est quoi l'histoire maintenant? D'une manière brève et précise, OAuth 2, c'est un protocole de délégation de droits d'accès ou de délégation d'identité pour permettre donc certains droits d'accès. Il y a eu plusieurs versions, mais en pratique OAuth 2.0, c'est le standard. Il est utilisé par qui? Par toutes les plateformes donc importantes que vous connaissez. Facebook, Google, Instagram, donc Microsoft MSN Live, et ainsi de suite. Twitter, par exemple, fait une exception. Essayons maintenant de comprendre comment OAuth 2 donc, fonctionne, quelle est son utilité. Par un petit exemple comme vous voyez là. Déléguer à une application tierce le droit d'accès à vos messages Facebook, par exemple. Ceci veut dire quoi? En fait, l'utilisateur, vous ou autre, par le biais de son browser, il a accédé à une application web tierce. Cette application va lui offrir un service. Faire des statistiques, par exemple. Faire une expertise. De la publicité. Une formation, peu importe. Il se trouve que cette application web tierce, elle a besoin d'accéder à ces messages sur le wall de Facebook en lecture seule. Il faudrait que l'application web redirige donc l'utilisateur vers une page spéciale qui va faire intervenir Facebook pour tout le monde se concorde et se mettre d'accord sur un contrat temporaire, peut-être, qui stipule que l'application web pourrait en fait lire les messages de l'utilisateur pour un certain temps. Ça devrait être clair pour tout le monde que l'application web ne pourrait pas, par exemple, supprimer des messages de l'utilisateur, envoyer des messages, charger des images, accéder à la liste des amis. Donc, l'accès doit être limité. C'est pour cette raison qu'on fait référence à une méthode triviale. Partager les accréditations. Accréditation, c'est quoi? Ce qu'on dit en anglais credentials.
login, mot de passe, ou clé secrète, ou autre moyen, ou ensemble d'informations qui permet de vérifier votre identité. On y est, s'il vous plaît, d'une manière brève. Le problème, c'est que l'application tierce web, elle a pu accéder au compte de l'utilisateur pour faire la lecture des messages sur le wall Facebook. Mais elle pourrait bien faire beaucoup plus que ça. Écrire, supprimer, accéder à la liste des amis et faire des dégâts. Pire encore, elle pourrait, tant qu'elle dispose des accréditations de l'utilisateur, elle pourrait refaire ces mêmes tâches, autant de fois qu'elle le veuille. La seule façon, donc, pour s'en échapper, c'est tout de suite après modifier ses accréditations, quelque chose qui n'est pas pratique. D'où l'avènement, donc, de OAuth 2 et les protocoles similaires, et les plateformes de délégation d'identité similaires. Au lieu de partager les accréditations, qui doivent rester, donc, dans une certaine mesure intime, cachée, confidentielle, on partagerait plutôt ce qu'on appelle un jeton temporaire. C'est comme une clé spécifique qui ne fonctionnerait que pendant une durée de temps limitée et pour ouvrir seulement donc le portier de lecture. Elle ne pourrait pas, par exemple, ouvrir le portier d'écriture ou bien d'accès, comment dire, aux listes des amis. Et vous allez voir en fait ce qui est bien avec cette façon d'expliquer les choses, hein, cette métaphore, c'est que les portiers s'avèrent, ce sont les API. Et les API, en fait, ce sont les portiers au système informatique complexe pour interagir avec eux. Et il y en a pas mal. Il y a l'API de lecture, API d'écriture, API de suppression, API d'accès aux listes des amis, d'une manière donc généralement présentée. On y est, s'il vous plaît? Ça, c'est l'utilité de OAuth 2. Voici une figure qu'on utilise pour essayer d'expliquer comment ça se passe. Là, normalement, l'utilisateur, c'est lui qui va initier, dans ce cas particulier, qui est répandu, toute la procédure en fait de délégation. Là, l'application web tierce, elle a été accédée par l'utilisateur. Elle va tout de suite le rediriger vers l'axe central de toute l'opération. Pour nous, là, c'est Facebook. Facebook, dans cet exemple, il est à la fois, c'est ce qu'on appellerait le serveur de ressources, c'est-à-dire le compte Facebook, et il est à la fois le gérant donc de la délégation d'identité, c'est lui qui va tout vérifier. Donc l'utilisateur, il a le droit de visiter l'application web tierce, ou bien single page application, ou bien agent-based donc application, ou bien application native mobile, et ainsi de suite. Et il est conscient qu'il voudrait permettre à cette application web, par exemple, de lire ses messages. Donc l'application web, elle a besoin dorénavant de ce que nous allons appeler jeton. Ce jeton temporaire, mais nécessaire pour faire l'accès. On y est? Donc normalement, le Facebook, là, pour le moment, il joue le rôle de gérant de la délégation. Il va devoir informer l'utilisateur de la situation, c'est-à-dire il va y avoir une redirection. Son résultat est que dans le browser de l'utilisateur verra, là l'utilisateur c'est le propriétaire du compte Facebook, hein, il verra donc une partie qui lui afficherait qu'il doit en fait s'authentifier
login et mot de passe, et ça va être clair pour lui dans cette annonce-là qu'en fait il s'agit de telle application web qui est responsable de cette redirection-là et qu'elle veut faire lecture par exemple. Est-ce que vous consentez, cher utilisateur? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un contrat. Une fois il a saisi les paramètres d'accréditation, il a cliqué sur OK, ça c'est un contrat électronique. Facebook donc n'assume plus aucune responsabilité. Dès le moment que l'utilisateur a accepté, il est censé, il a bien compris la situation, il a donné son consentement, il est d'accord. Donc il va y avoir, comme vous voyez dans l'étape 3, le serveur d'autorisation ou de génération de jetons ou aussi de code, ça va s'éclaircir par la suite. C'est toute cette opération de délégation. Donc, va rendre ces informations-là au serveur Facebook pour faire le nécessaire. Son résultat, c'est calculer le jeton. Il va faire des vérifications en se basant sur quoi? Sur les accréditations de l'utilisateur. Et je profite de l'occasion aussi, il va faire la vérification des accréditations de l'application web tierce. Normalement, donner un jeton, c'est une information critique et de valeur. L'application ou le serveur d'autorisation, on rajoute du vocabulaire Facebook, il connaît l'utilisateur, il a un compte Facebook, il est enregistré aussi. L'application web, normalement, elle ne pourrait profiter d'un jeton qu'après avoir été elle-même enregistrée sur Facebook. Elle va être identifiée par un client ID et elle va avoir aussi même une clé secrète, Secret ID. On y est? C'est que vous pouvez accéder, il y a pas mal en fait de nœuds qui simulent OAuth 2 sur Internet. Je vais vous envoyer quelques liens. Ils sont utiles pour le développement. Une façon, si vous voulez développer un projet à l'aide de Spring Boot avec React Native, et que votre application a besoin d'un jeton pour que vous puissiez tester l'interactivité avec le serveur de génération de jetons pour récupérer un jeton. On y est. Vous allez voir que pour profiter des services de ce nœud lié au public sur Internet, donc générateur de jetons OAuth 2, il faudrait inscrire votre application. Elle doit être inscrite pour que la prochaine fois ou à chaque fois, votre application voudrait donc solliciter le serveur pour récupérer un jeton, le serveur d'autorisation ou bien le nœud de génération de jetons, il la connaît. Toute cette histoire-là, elle va être réalisée et gérée ici pour en fait renvoyer un bon jeton à l'application. Étant donné ce jeton-là, l'application, elle va ouvrir un portier spécial qui est représenté par les API. L'API spécifique. En envoyant une requête maintenant au serveur de ressources Facebook pour lire les messages de l'utilisateur, ça va être par le biais d'API. Et Facebook va vérifier que le jeton, il est utile pour l'API, c'est-à-dire c'est un jeton de lecture et non pas autre chose, et qui n'a pas encore expiré. Et donc, Facebook, ou l'API de Facebook sollicité, va rendre service à l'application web tierce. Si le jeton a expiré ou bien il s'agit d'une attaque man in the middle, il s'agit d'une replay attaque, un attaquant voudrait injecter un ancien jeton, ou bien le jeton a été modifié, c'était un accident électrique par exemple, l'intégrité n'a pas été respectée, alors l'accès va être interdit. Une remarque à dire,
Les informations concernant les accréditations, les jetons, les codes, elles peuvent bien être protégées par la cryptographie, spécifiquement par les protocoles tels que TLS et SSL. Normalement, les nœuds générateurs de jetons et les serveurs sont protégés. Mais parfois, il y a des situations où optionnellement, il n'y a pas de sécurité. Il faudrait bien être conscient de cette situation-là. Ce point-là, nous allons y revenir à la fin du chapitre où nous introduisons le JWT, JWS et JWE. On y est, s'il vous plaît. Quels sont les acteurs de OAuth 2? C'est évident, il y a le propriétaire de la ressource, c'est celui qui possède la ressource. Selon le point de vue, par exemple, le owner, c'est l'utilisateur qui possède, par exemple, son compte. Ou bien, le serveur Facebook de ressources qui possède les API d'accès. C'est un point de vue. Pour nous, dans cet exemple, surtout, nous nous concentrons sur le owner qui est le propriétaire du compte Facebook. Le serveur de ressources là, c'est le lieu ou le site qui héberge les ressources nécessaires et protégées et offertes. C'est celui qui héberge les API de Facebook pour faire les accès, lecture, donc écriture, suppression, accès liste des amis, ainsi de suite. Une remarque à dire, ou je vais la dire tout de suite après. Il y a l'acteur serveur d'autorisation. C'est celui qui va vérifier les accréditations des intervenants, c'est-à-dire utilisateurs et clients, pour gérer des codes et par conséquent des jetons qui permettent l'accès avec des garanties de portée. C'est-à-dire, le client pourrait faire telle ou telle action, mais pas autre chose. Le scope. Et concernant le client maintenant, c'est l'application qui profite de la situation, qui voudrait accéder à la ressource. Pour nous là, il s'agit de l'application web. Dans l'exemple que nous avons présenté, le serveur, que ce soit de ressources et d'autorisation, c'est à peu près, ce sont les mêmes serveurs de Facebook. Ils sont la propriété de Facebook. C'est une société puissante. Elle a beaucoup d'équipements. Elle a donc des serveurs de ressources Facebook et des serveurs d'autorisation Facebook. C'est-à-dire Facebook, comme vous le savez, tout comme Google, on le sollicite pour générer en fait des jetons. Mais en général, pour un exemple X, le serveur de ressources, c'est celui d'une société A qui a besoin des services d'une société B pour récupérer donc des jetons d'autorisation. Les types de garanties. Garantir quoi? Garantir les droits d'accès avec une certaine portée et conséquence et garantir la sécurité. Les systèmes informatiques, ils sont divers, innombrables, complexes et leur interaction, elle est qualifiée d'ultra complexe. Il faudrait que les choses soient claires. Les intervenants, il y a le développeur des logiciels, il y a l'expert en matière de sécurité informatique, et il y a le simple utilisateur que pour lui, le monde informatique, ce n'est qu'un moyen pour survivre ou bien luxe. Il n'a pas besoin de connaître les détails.
Donc les termes doivent être très précis pour lui. Donner son consentement, ceci ne veut pas dire que il comprend tout en détail. Il ne faudrait pas le piéger. Il faudrait tout éclaircir. C'est un contrat qui doit être clair et simple pour lui. Donc, les types, pourquoi il y a plusieurs types de garanties? Vu que les technologies de développement et des logiciels et de communication d'information et tout ce qui est impliqué à l'informatique, il y a diverses approches, il y a divers besoins. Ça pourrait bien être un simple utilisateur qui navigue dans son browser pour accéder donc à une application de traduction temps réel, comme ça pourrait être bien un microservice sur le cloud qui va communiquer avec un autre microservice sur le cloud pour récupérer des ressources, pour les présenter donc pour le profit du simple utilisateur. Lui, il ne voit pas ça en fait. Pour lui, il ne fait que l'accès à l'interface web de l'application qu'il veut utiliser. Le background, pour lui, il ne le comprend pas. Il n'a pas payé donc de l'argent pour ça. Il a payé de l'argent sauf pour si c'est un service payant, hein, sauf pour ce qu'il voit et ce qu'il utilise. Ce qui est derrière, il y a des autorisations, il y a de l'authentification, il y a de la délégation d'identité. Pour lui, il ne peut pas être impliqué. Ce n'est qu'un simple utilisateur. Et même pour les entreprises aussi, puissantes de développement, qui hébergent leurs donc, sites et leurs applications ou bien utilisent des applications sur le cloud, comme les grandes firmes pharmaceutiques qui utilisent le cloud pour stocker des données, des quantités de données importantes et immenses sur le cloud. Ils ne peuvent pas le faire chez eux. Jamais il n'y aurait personne capable d'acheter le nombre de disques durs et de serveurs nécessaires pour les stocker. Et aussi pour faire l'analyse des données stockées concernant les malades, le patrimoine génétique, concernant les réactions chimiques. Il faudrait utiliser des logiciels, des services as a service, des software as a service, SAS, qui sont hébergés et qui fonctionnent sur le cloud, qui leur fournissent suffisamment de puissance de calcul. C'est vrai, les ingénieurs de la firme pharmaceutique vont visiter, vont entrer en contact avec les hébergeurs cloud. Ils vont signer des SLA, des contrats, pour à peu près maîtriser et assimiler où leurs données vont être stockées, bien que c'est de plus en plus difficile. Les données migrent d'un côté à l'autre, d'un lieu à l'autre, et comment leurs données vont être protégées de point de vue confidentialité, intégrité et authentification. Pour payer de l'argent, un SLA, un contrat, pour vous protéger, pour connaître vos droits, pour connaître vos devoirs, pour être sûr des risques, sûr que vous les comprenez, et payer de l'argent. Mais, soyez sûr et certain, le SAS, il a besoin des services d'autres plateformes du cloud. Il va utiliser des services des PAS par exemple, et même des services des infrastructures as a service. À un moment donné, on a besoin d'avoir plus de volume de stockage. S'il s'agit de logiciels d'analyse des réactions chimiques, il faudrait affecter au client plus de vitesse, plus de processeurs s'il s'agit de traitement parallèle, plus de mémoire. Dans votre machine, vous utilisez 32 gigabytes. Donc, sur le cloud, vous pouvez obtenir beaucoup plus que ça. C'est un luxe. Mais
le SAS avec lequel la firme pharmaceutique a fait un contrat, il va devenir le client chez un provider IaaS, même pour le routage, même pour récupérer donc des switches et des routeurs, pour améliorer les performances. Donc ce sont des microservices qui vont fonctionner comme des tâches de fond. Il va y avoir aussi des délégations d'identité et des authentifications, pour vous dire à quel point c'est important de préciser les garanties. Alors la garantie là, selon les différents types qui sont venus comme conséquence à la diversité des applications, il vise à faire la limite ou montrer ou fournir un équilibre, un milieu entre le droit d'accès du client et la portée et les risques pour qu'elle fonctionne. Et aussi la sécurité assurée pour l'utilisateur. Moi, j'ai essayé d'expliquer les types de garanties de cette façon-là. J'ouvre une parenthèse, mes chers étudiants et étudiantes. Comme je le dis toujours, tout ce que je dis, il faudrait le vérifier et vous avez les ressources et les moyens. Vérifiez et revérifiez s'il vous plaît. C'est bon pour votre mise à jour, c'est bon pour votre formation et c'est bon pour que vous soyez à jour. Les choses évoluent. À l'heure actuelle où j'essaie de vous présenter vraiment la dernière version des faits concernant OAuth 2, il y a des discussions qui sont en train donc d'être tenues par les experts mondiaux à propos de OAuth 2. On y est s'il vous plaît. Et des autres protocoles. Il y a le type code d'autorisation par exemple, qui est très utilisé pour les applications web. Il y a le type accréditation du mot de passe du propriétaire. Il y a le type accréditation du client. Le quatrième type implicite, il n'est plus recommandé. Il était utile jusque-là pour la délégation d'identité qui va servir les clients JavaScript. Mais il n'est plus recommandé. Ceci veut dire que les clients JavaScript pourraient faire usage d'un autre moyen, en fait ces codes d'autorisation, sans leur authentification pour récupérer donc des jetons qui garantissent donc leur droit d'accès et la sécurité de l'utilisateur. J'espère que c'est clair. Alors là, voici un exemple à propos du code d'autorisation. Là, l'utilisateur il a accédé par le biais de son browser à l'application client. Ça c'est normal. Il veut profiter d'un service. Il se trouve que l'application client, par exemple, elle a besoin d'accéder à des données relatives à l'utilisateur stockées dans un serveur spécifique. Par exemple, elle voudrait lire ses messages Facebook. Ou encore, l'application voudrait bien accéder à des données médicales de l'utilisateur stockées dans un serveur dédié au traitement d'images ou traitement de données médicales pour lui faire du diagnostic. Et c'est normal, l'utilisateur et l'application client et le service cloud ou le serveur dans lequel les données médicales sont stockées, ils se connaissent. Il y a eu une préphase d'enregistrement quelque part. On y est? Alors là, il va y avoir une redirection, comme vous voyez automatiquement. Le browser de l'utilisateur va donc
le rediriger vers une page indiquant que le serveur d'autorisation, il vaudrait bien qu'il fournisse ses accréditations, login, mot de passe, et il aimerait bien donc vérifier que l'utilisateur, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est le fameux consentement, le contrat. Oui, l'utilisateur, j'accepte que l'application telle ou telle accède à mes données pour faire telle ou telle chose. Par exemple, cette application web, elle va accéder à mon patrimoine génétique. Là, je suis très optimiste, mais voilà, c'est dans le futur, ça va devenir quelque chose d'usuel. Hein? Mais bien net. Alors là, pour essayer de traiter ou de me montrer ou de me donner un diagnostic à propos, la qadar Allah, telle ou telle ou telle ou telle maladie. Alors, lui, comme tout bon utilisateur, il faut faire attention. Saisir login mot de passe. S'il y a un secret ou un certificat ou autre chose, certificat numérique, c'est-à-dire, hein, qui comprend des paramètres publics peut-être, pour la vérification de l'authenticité, comme nous avons déjà vu. Et le certificat, il est signé par une autorité digne de confiance. Et surtout, on coche sur une case disant que nous avons lu quels sont les droits d'accès de l'application client et nous sommes d'accord. En cliquant là, le serveur, il va vérifier toute cette histoire-là, les accréditations de l'utilisateur, son consentement et les accréditations de l'application client. Concernant l'application client, entre autres, dans la préphase de l'enregistrement de l'application client chez le serveur d'autorisation, elle récupère un identifiant, elle récupère un secret pour réaliser par exemple des authentifications HTTP de base, et aussi elle stocke et elle indique les URL ou les URI contrôlés par cette application-là. Ils vont être inscrits dans le serveur et le serveur va renvoyer les réponses qui concernent cette application vers ces URL et ces URI-là. On y est, s'il vous plaît? Donc, dans la phase numéro 6 maintenant, la réponse 5, là, qui résulte, veuillez m'excuser avant le 6, ça c'est la conséquence. Dans la réponse liée indiquée par 5, là, redirigée par le browser de l'utilisateur vers l'application client. C'est-à-dire quoi, chef de flèche? Le browser de l'utilisateur permet à l'utilisateur de récupérer une information essentielle qui s'appelle code d'autorisation. Mais qui va l'utiliser? C'est l'application. Il y a une redirection vers l'URI enregistrée par l'application au niveau du serveur. Redirect URI. Une fois le code obtenu, l'application client pourrait interagir avec le serveur d'autorisation par le biais de la phase 6 en lui présentant, comme toujours, son identifiant, son secret si nécessaire, et surtout le code. Le serveur va revérifier une autre fois que la durée de temps n'a pas dépassé l'ordre des minutes, peut-être une minute c'est conseillé. Que effectivement l'application elle a fait une demande où elle était inscrite et que cet utilisateur il est conscient, il a fait les interactions nécessaires. Tout a été vérifié. La réponse est rendue, c'est un jeton d'accès
qui va durer peut-être 1 minute. On y est, s'il vous plaît? C'est ça l'histoire. Voici des exemples. Dans ces exemples-là, on essaie de nous approcher donc des syntaxes. Les choses évoluent. Ce que je présente là, ça c'est normal, ce sont des requêtes HTTP, peuvent être sécurisées comme d'habitude. Nous allons les lire. Vous pouvez en les rencontrer fréquemment. En faisant le développement avec Spring Boot ou bien avec React ou React Native, ainsi de suite, on utilise en général des packages et des dépendances et des librairies qui font ce genre de requêtes. Mais ils facilitent le travail dans le sens, ça devient plus transparent pour le développeur. Mais là, puisque l'objet c'est OAuth2, nous allons les relire ensemble pour comprendre et maîtriser la situation. Dans cet exemple-là, c'est clair qu'il s'agit d'une requête HTTP. Voici l'URL avec donc la ressource. Donc là, on a besoin d'un code d'autorisation. C'est le nœud OAuth2 implémenté dans un serveur, donc hébergé dans un serveur de Facebook par exemple. Et voici donc l'URL. Et on passe là, point d'interrogation, des paramètres à cette requête. Déjà, leur nom, il indique le sens. Response type. On veut récupérer un code. Comme celui-là, par exemple. Vous voyez le genre de code? Et on doit passer, l'application doit passer son identifiant. Et elle doit passer le redirect URI. Que vous voyez un lien contrôlé par le client ID. Ce soit le lien vers l'application web ou bien vers un repository où l'application web pourrait faire un accès pour récupérer le code. Donc, le client ID et le redirect URI, ce sont ceux avec lesquels l'application web ou native mobile native avait déjà fait l'inscription chez le serveur d'autorisation de Facebook par exemple. On y est. C'est que le serveur d'autorisation, il va vérifier le client ID, il saura qu'il s'agit d'un response type de type code, et il va utiliser donc le redirect URI. On y est s'il vous plaît? Et en fait, le client récupère, il pourrait récupérer aussi un secret, client secret. Ben. Bon, juste une remarque, le redirect URI pourrait être appelé aussi le callback. Ou la liste pourrait s'allonger, surtout si nous allons par la suite parler du JWT, sorte de container qui va encapsuler un nombre donc considérable de paramètres tels que le scope, la portée de l'action. Par exemple, écriture, lecture, lecture comment ou ainsi de suite. Ça, c'était en fait qu'en faisant référence à l'étape numéro 1. Hein, c'est la redirection donc, de l'application web et de, normalement, donc 1, voilà, vers le serveur d'autorisation. Et la réponse, la flèche numéro 5 là, après avoir vérifié toutes les accréditations, voici le genre de réponse HTTP perceptible par le browser de l'utilisateur. C'est une redirection
Le callback, ça, c'est l'URI ou l'URL là, contrôlé par qui? Par le client. Le client va pouvoir l'accéder. Ou nous allons passer, ou le serveur d'autorisation va passer quoi? Ce code-là, qui a une durée de vie, donc limitée. Par exemple, de l'ordre de minutes. On y est, s'il vous plaît? On continue avec donc le code d'autorisation. Ce qu'on montre ici, en fait, normalement, c'est l'interaction numéro 6 et 7. C'est que l'application web client avait déjà récupéré le code. Elle va l'utiliser pour récupérer l'essentiel, c'est-à-dire le but ultime, c'est le jeton. Alors je m'explique à propos de cette commande curl. Vous la connaissez peut-être. Vous pouvez faire avec d'autres façons, sous Ubuntu avec HTTP. Dans un environnement de programmation et de développement, les librairies font des requêtes HTTP de cette façon-là. Mais là, pour vous montrer la simulation, en interagissant au niveau des commandes en ligne dans un terminal, pour voir un peu plus les détails. Donc là, c'est comme si, dans le terminal concernant l'application web, je vais faire des simulations. Je suis un développeur, l'application web n'est pas encore achevée, mais je simule pour comprendre et assimiler les choses. Je vous rappelle la commande curl. Commande, je vous invite à vous documenter là-dessus. Ancienne, très performante. Elle permet de communiquer, à ma connaissance, avec tous les protocoles, tous les genres. بما فيهم HTTP. D'ailleurs, la liste des arguments, tellement elle est riche, parfois elle ennuie pour la lire complètement, mais elle est très utile. L'essentiel pour nous, ça, c'est une requête HTTP simulée par la commande curl. -v comme verbose, montrer les détails par exemple. -k pour dire que là, je suis en train de m'entraîner. Je ne vais pas utiliser SSL ou TLS. Je n'ai pas de certificat. Je suis dans la phase de préparation et développement. Je n'avais pas encore fait le déploiement. Et -x pour dire il s'agit d'une requête. Post et double tiré basique pour dire il y aurait éventuellement une authentification HTTP de base en général. C'est login mot de passe. Qui va utiliser cette requête-là, -u? C'est celui qui est identifié par cet identifiant-là et ce secret-là, comme login et mot de passe. Donc l'identifiant-là et ce secret, l'application cliente les possède. Ils étaient légués par qui? Par le serveur d'autorisation durant la phase d'inscription. Ainsi, le serveur d'autorisation connaîtra l'interlocuteur. Là, c'est pour parler du codage HTTP. Et maintenant, le serveur, lui, il est dédié à l'opération de quoi? De création de jetons. Il y en a plusieurs types. Ça, c'est le premier type. Grant type. Quel est le type de garantie? Le jeton, il va garantir quel genre d'application ou de comportement? Authorization code. Il y en a d'autres que nous allons voir. Mais pour le moment, gardez dans la tête qu'il s'agit de authorization code, sachant que
cette application client avec cette idée et ce secret, elle avait déjà récupéré ce code-là. Donc, le serveur d'autorisation, il va vérifier l'identifiant, le secret et la validité du code. Ça pourrait bien être quoi? Une attaque man in the middle. Un attaquant voudrait bien que ça c'est un secret, il voudrait bien tenter sa chance par usurpation d'identité. Il veut usurper l'identité de l'application web ou bien l'identité de l'application mobile native. Ou bien il va faire replay attack. Envoyer, il va stocker chez lui cette requête-là. Si jamais elle n'est pas chiffrée, éventuellement elle risque d'être ne pas chiffrée. D'ailleurs, dans cet exemple, on n'utilise pas donc de la cryptographie pour protéger les requêtes HTTP. Et donc, il va cacher cette requête pour un certain temps et la relancer dans le réseau. En plus, on précise le redirect URI, c'est-à-dire le serveur, s'il va rendre une réponse, elle va être dirigée vers ce lien-là, que le client le connaît, déjà enregistré, et utilisé dans les phases de tout à l'heure, 1, 2, 3, 4 et 5. Qui est la cible? Voici le lien, et précisément le nœud qui va générer un jeton en récupérant ces données-là et après avoir vérifié et validé les accréditations. C'est ce lien-là qui représente le serveur ou la partie de génération de jetons du serveur d'autorisation de Facebook ou autre. Donc ça, c'était normalement l'étape number 6. L'étape suivante, la finale, voici la réponse. Ceci donc rappelle un peu le JSON. Il y a l'attribut token type. Les jetons aussi, il y en a plusieurs types. Ça, c'est le type bearer, le porteur, le portant. Je vais en parler tout de suite après. Voici la portée dans le temps. Ça ne devrait pas dépasser 1 minute normalement. Voici le jeton d'accès, c'est-à-dire là, l'application web client. Si elle veut communiquer avec le serveur de ressources, le propriétaire de ressources, par exemple, le serveur Facebook, elle va envoyer dans ses requêtes ou lors de son interaction avec les API de lecture de messages, ce jeton-là. Et les serveurs de ressources vont vérifier que effectivement ce access token, ce jeton d'accès, il est encore valable et qu'il ne permettrait pas de faire autre chose que la lecture. Supposons l'opération d'interaction avec l'API nécessite plus de temps. Il y a eu par exemple surcharge du trafic Internet ou bien surcharge niveau file d'attente du serveur ou autre chose. C'est-à-dire, ce jeton expire. Puisqu'il va expirer et le client voudrait bien continuer son travail, on a prévu une opération de rafraîchissement, d'où l'existence du refresh token. Le jeton de rafraîchissement, sa durée de vie est de l'ordre des journées. Lorsque l'access token expire, l'application web client va demander au service d'autorisation de lui accorder une nouvelle chance, c'est-à-dire soit rallonger la vie
la durée de vie de ce jeton d'accès, ou bien lui donner un jeton d'accès nouveau, tout neuf. Les deux sont utiles et existent. Voici un autre exemple. Là, c'est comme si je vise la pratique comme toujours dans mon cours. C'est ce que j'espère, Inch'Allah. Garder quelque chose clair du point de vue pratique. Là, les accréditations, c'est-à-dire ce type de garantie, du mot de passe du propriétaire de ressources, de ressources. Ceci veut dire que l'utilisateur, le propriétaire de ressources, il fait absolument confiance à l'application. Ceci veut dire quoi? Il va lui léguer ses accréditations, login et mot de passe. Certainement, ça va être utile pour tes tâches particulières, comme par exemple des tâches d'administration ou des tâches de délégation d'identité vers des microservices que l'administrateur du LAN ou du réseau auquel l'utilisateur fait partie fait confiance. Donc c'est un usage spécifique. Et l'utilisateur là, ce n'est pas nécessairement, je parle d'un simple utilisateur de Facebook. Ça pourrait bien être un ingénieur travaillant dans un cadre très strict. Il y a une équipe d'administration très sérieuse. Et léguer ses accréditations, en fait, ceci ne veut pas dire les déléguer à quiconque. On y est, s'il vous plaît? Alors là, l'application cliente, elle va envoyer des requêtes vers serveur d'autorisation avec les accréditations de l'utilisateur et les accréditations du client, à savoir Client ID et Client Secret. Le serveur d'autorisation va faire la validation, va tout vérifier et il va rendre un jeton temporaire à l'application client pour faire les traitements nécessaires pour le compte de l'utilisateur. Finalement, c'est l'utilisateur qui va profiter de l'interaction. Il délègue momentanément une partie de son identité pour son intérêt en fait. Donc, de point de vue syntaxe, à titre d'exemple, là, l'application client, elle va envoyer à l'aide de la commande curl par exemple, requête HTTP vers ce domaine d'autorisation, donc vers ce lien qui implique le générateur de token de type OAuth2 et voici l'URL. Comme tout à l'heure, je garde les mêmes interprétations, surtout une requête POST avec authentification HTTP de base. L'application client doit se présenter avec son identifiant et avec son secret. Comme d'habitude, le serveur d'autorisation, il va valider que ceci est correct, qu'il connaît bien ce client-là. Là, des paramétrages pour le HTTP. Et maintenant, pour le type de garantie, le paramètre demandé. Le grant type, ça devient password. C'est-à-dire, le type password, vous n'allez pas écrire un mot de passe là. C'est une chaîne caractère password. Comme cette chaîne de caractères là, authorization code. On y est, s'il vous plaît? Voilà. Et username. Le admin, ça, c'est le nom d'utilisateur, normalement, de cet utilisateur-là. Chacun, donc, il va voir son nom d'utilisateur là.
et le password est admin, c'est le nom, c'est le mot de passe de cet utilisateur-là. Je vous rappelle là que l'utilisateur il a fourni ses accréditations à l'application. بما فيهم username نتاعو et son password. On y est. Voici la réponse, similaire à tout à l'heure. Voici la durée de vie de type bearer, token type. Voici le jeton d'accès qui va être utilisé par l'application client pour récupérer des ressources de l'utilisateur et dans l'intérêt de l'utilisateur. Et aussi, pour bien faire les choses, voici le jeton de rafraîchissement. On y est s'il vous plaît? Pour prévoir la situation où ce jeton expire, mais il faudrait continuer convenablement son travail. Je continue. Voici un autre type. Donc on dit que le type de garantie accréditation client, on dit que le client devient lui-même propriétaire. En fait, ce sont des interactions système. C'est-à-dire, par exemple, un microservice sur le cloud qui sollicite les services d'un autre microservice dans un autre serveur niveau cloud. Les microservices et les services s'authentifient. Comme le simple utilisateur achète les services d'un SAS ou PAS, les microservices qui vont lui rendre service vont acheter des services offerts par d'autres microservices, chacun sa spécialité. L'un œuvre niveau logiciel, l'autre œuvre niveau sécurité informatique et chiffrement-déchiffrement, un autre œuvre niveau plateforme et environnement de programmation et développement, et un autre il est spécialisé dans le matériel et dans les ressources. On y est s'il vous plaît? Il y a donc deux phases. Le client va présenter ses accréditations auprès du serveur d'autorisation. Si tout est valable, il va lui renvoyer un jeton. Donc voici la flèche numéro 1, sa syntaxe, avec la même commande curl. Là, c'est l'accréditation du user. Et le grant type, maintenant, ce n'est plus justement, comme tout à l'heure, le password ou encore the authorization code. Maintenant, il s'agit donc du client credentials. Et ce lien-là, ça indique l'URL et l'URI donc du nœud spécialisé dans la génération de tokens nécessaires, du jeton nécessaire. Voici la réponse. Voici la durée d'expiration. Voici le jeton d'accès. Pour ce type, il n'y a pas justement d'accès, il n'y a pas de jeton de rafraîchissement. Donc, concernant les types de garantie, je termine avec le dernier type, essentiel. C'est le type de rafraîchissement. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Nous en avons déjà mentionné plusieurs fois. Le but, c'est garantir la continuité du traitement en cours déjà lancé par un jeton et sans refaire les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On y est. Ça sert à rien. Sinon, ça devient inutile. Ça va donc augmenter le trafic. Il y aurait des engorgements partout et l'utilisateur n'est plus intéressé. Voici la requête HTTP vers ce lien qui indique le générateur de jetons OAuth2
dans cette URL, l'application client va présenter comme d'habitude ses accréditations, son identifiant et son secret. Et maintenant, le grand type devient non plus password ou bien authorization code, ça devient refresh token, rafraîchissement de jetons. Et on rappelle au serveur que voici le jeton de rafraîchissement, c'est-à-dire le serveur, il va vérifier que effectivement ce client est inscrit chez lui et qu'il avait déjà obtenu de sa part un jeton de rafraîchissement encore valide. Il n'a pas expiré. Sa durée de vie est de l'ordre de journée. Voici la réponse. Donc, voici la durée de vie. Voici l'access token. Ça pourrait être celui déjà utilisé, mais sa date d'expiration, sa durée d'expiration renouvelée, ou encore, ça pourrait bien être quoi? Ça pourrait bien être un nouveau jeton. Concernant le refresh token, le voilà. Il doit être présent. Voyez s'il vous plaît. Pour rafraîchir éventuellement l'opération, donc pour rafraîchir éventuellement la durée de vie de ce second jeton si jamais il expire. Alors, dans toute cette histoire-là, comment faire le bon choix à propos des types de garantie? Il faudrait noter que le protocole OAuth 2, il couvre pratiquement toutes les applications. La toute à la fin S. Faute de frappe ما حطيتش S, انتم زيدوا S. Ben, il y a web, les applications web, il y a single page, c'est-à-dire dans le browser, c'est la même page qui est mise à jour, comme GSP par exemple. Il y a les applications desktop qui peuvent utiliser OAuth 2 et surtout les applications natives mobile. On donne un exemple. Si votre API, si l'application cliente a besoin de l'accès API pour son compte, pour l'intérêt de l'utilisateur. Mais elle va faire, disons, une tâche de fond utile pour l'utilisateur, mais le simple utilisateur n'a pas besoin de voir le résultat. Ou bien il s'agit du traitement niveau système et administration, des microservices et des processus qui communiquent entre eux pour garder la consistance du système. Dans ce cas, probablement, utiliser type de garantie accréditation client, c'est suffisant, c'est bon. Sinon, s'il s'agit d'une application web ou native mobile, il faudrait plutôt utiliser les codes d'autorisation où l'utilisateur il voit les redirections, procède à ces accréditations, ne les lègue pas pour récupérer un résultat dans son browser. Traitement d'image, accéder à un compte, faire des calculs, suivre un cours de mathématiques, faire une formation, communiquer avec des collègues, et ainsi de suite. Concernant les types de jetons, OAuth 2, c'est un protocole, c'est une plateforme très robuste et flexible. Vous pouvez définir vos propres types. Mais les plus utilisés, ce sont les jetons bearer, porteurs, et de moins en moins
les jetons MAC. MAC, ce sont les MAC que vous connaissez. The Message Authentication Code, basés sur le hachage et les hashMAC. Alors là, pour le type important de jeton BIR de OAuth 2, il veut dire quoi? Celui qui le porte pourrait bien l'utiliser. Donc, s'il vous plaît, faire attention à ne pas perdre. Par conséquent, puisqu'il est communiqué sur Internet, usez de la cryptographie. Il n'y a pas autre moyen. Il faudrait chiffrer et déchiffrer, calculer l'empreinte avec un algorithme de hachage et protéger par une signature électronique s'il le faut. Sinon, les portes sont grandes ouvertes pour les attaquants man in the middle. D'ailleurs, dans cette période-là, regardez la courbe des nombres d'attaques cybernétiques qui a évolué d'une manière vertigineuse. Il y a une augmentation en exponentielle du nombre d'attaques. On conseille de protéger les jetons par TLS. C'est un message comme tout autre. Le serveur cryptographique TLS, il est supporté automatiquement par les browsers. Le handshake du TLS, il est transparent pour l'application cliente. C'est un standard. Toutes les données donc sont protégées de point de vue confidentialité, intégrité et authentification. De cette façon-là, on ferme le portier donc contre qui l'attaquant man in the middle. Les attaques replay attaques ne sont plus possibles et les autres types d'attaques ne sont pas possibles. Injection, ainsi de suite. Alors là, injection d'anciens donc jetons ou bien fabriqués. Je ne parle pas donc de SQL injection ou les injections donc niveau serveur. Là, c'est autre chose. Voilà, pour être précis. Ce jeton, il est à utiliser de trois manières équivalentes plus ou moins. C'est-à-dire soit l'essentiel que le jeton soit présent pour la vérification. Soit il est inclus dans l'entête de l'autorisation HTTP. Ça, c'est l'autorisation pour utiliser un API. Hein? On a obtenu le jeton, mais pour s'autoriser que, oui, j'aimerais bien utiliser l'API, voilà le jeton. Ou bien, comme étant un paramètre d'une requête, vous voyez, point d'interrogation access token, et voici la valeur, donc, de quoi? Du jeton. Ici, normalement, c'est /ressource, c'est l'URI à rechercher dans cette URL. Hein? C'est la même chose là. Get, c'est la méthode HTTP que vous connaissez. Ou bien, il pourrait bien être intégré dans le contenu ou le corps, le body. Là, c'est une requête POST qui va traiter avec cette URI et cette ressource. Ça, il s'agit du HTTP 1.1. Voici l'URL. Ça, concernant le codage. Et dans le corps, voici le token. On utilise parfois, en fait là, la durée de vie télé, donc courte. Mais juste une remarque. On utilise parfois de cette manière-là le jeton où il est inscrit, intégré dans la page HTML, dans un champ hidden. Donc input, on va mettre le jeton et caché à l'utilisateur. L'utilisateur ne voit pas le jeton dans la page. Il n'a pas besoin. Qui va chercher le code source HTML? Qui?
c'est l'expert ou bien le criminel. Le simple utilisateur, il a besoin de son service. Alors, pour sécuriser ces informations-là, les choses sont en train d'évoluer. Ce qui expliquerait, par exemple, comme je dirais tout de suite après, l'avènement de qui? Du JWT, JWS and GWI. Alors, il y a deux types de clients concernant OAuth 2. Il y a ceux confidentiels, comme les serveurs ou les applications web qui tournent dans leur serveur. Il y a celles qui sont publiques, il faudrait faire plus attention, comme les applications agent-based et natives. Il y a beaucoup de code comme du JavaScript téléchargé à partir de serveurs spécifiques mais exécuté dans votre browser. C'est vrai pour les applications mobiles, une partie peut-être infime de la sécurité peut être assurée par l'utilisateur puisque le portable c'est pour lui. Bon, mais là on parle des attaques man in the middle qui font des écoutes et qui espionnent et qui pourraient récupérer le trafic vers le portable. La meilleure façon, c'est de se protéger par la cryptographie. Ça, c'est la meilleure façon. Vous voyez à quel point c'est important. C'est la porte, c'est la clé qui ferme toutes les portes du mal. Le JSON Web Token pour les requêtes d'autorisation sécurisée. Un format qui est en train d'être utilisé et ça évolue pour rassembler tous ces paramètres-là. Client ID, Response Type, Token Type, Grant Type, Scope, tous. C'est un container. Voilà par exemple le lien vers le serveur d'autorisation. Voici le type donc de réponse qu'on voudrait bien obtenir, c'est un code. Voici le client ID pour dire que le client est déjà enregistré. Et voici le redirect URI ou le lien qui est contrôlé par le client. Ça va être envoyé comme étant un objet pour cette requête d'autorize request auprès donc de la ressource authorize sous cette URL là. C'est-à-dire là, c'est un objet comme celui-là. Bien entendu, son utilité est lorsqu'il est chiffré avec ce qu'on appelle la notion de JWI, encrypted, ou bien il va être chiffré par le TLS SSL, ou le JWS, c'est-à-dire signé, pour l'authentification. Vous voyez le JWS et le JWE, I en anglais donc, ce sont donc des structures qui sont en train d'être discutées maintenant. Les discussions sont en cours. Alors, puisque OAuth 2 voudrait bien tout prévoir, il voudrait bien que les tokens JWT ne poseraient pas des problèmes de blocage niveau trafic Internet. Donc, si c'est possible, les configurations des terminaux sont convenables. Et les systèmes, que ce soit mobile phone, ordinateur, sont performants. Et les connexions ne sont pas lentes. On pourrait passer le token soi-même. Mais je vous rappelle qu'il y a parfois, puisque c'est un marché qui inclut, c'est un environnement qui inclut des milliards, il y a toutes les gammes. Il y a les téléphones portables qui n'acceptent pas des grandes charges de données dans les requêtes.
ils ne peuvent pas dépasser 1024 caractères ASCII par exemple. Il y a des browsers tels que Internet Explorer qui ne sont pas vraiment toutes neuves. Leur URL ne devrait pas dépasser 2038 caractères ASCII. Ce sont des limites. Les connexions 2G, elles peuvent être ralenties considérablement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Au lieu de faire une passation par valeur, le token serait passé par référence, c'est-à-dire il y a un repository où le token est déposé par le client et par le serveur en réponse. Lorsque les conditions sont convenables, on irait récupérer le jeton à partir de ce lien-là. Comme vous voyez ici, cette requête, c'est pour justement le serveur, cette partie du lien, ce lien, ça concerne le serveur d'autorisation. On précise une autre fois le type de réponse, response type. Il s'agit d'obtenir un code, pas encore le jeton, ça va venir par la suite. Voici le client ID pour vérifier qu'il s'agit d'un client déjà inscrit auprès du serveur d'autorisation. Et surtout, ce générateur de code ou de jetons, il irait à ce request URI. ماهيش redirect هذه request URI. C'est-à-dire, il va visiter ce lien-là et chercher donc quoi? Les informations concernant le client ID. Normalement, c'est quoi ces informations? Toutes elles avaient été encapsulées dans un token JWT. C'est-à-dire, le serveur d'autorisation, il va récupérer un token JWT ou bien JWS ou bien JWI et faire la validation nécessaire et répondre au client, soit en déposant le JWT dans ce lien ou bien directement, ce sont selon les circonstances. J'espère, Inch'Allah, que ça a été utile pour vous et j'ai réussi à répondre à vos questions concernant les jetons. Et s'il vous plaît, faire le nécessaire et fournir l'effort nécessaire pour réviser. Et n'hésitez pas à poser des questions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu.